Bueno, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de la ciudad de Río de Janeiro y a UN Habitat la organización de esta sesión. Soy José Roig, soy el secretario general de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Somos la Asociación Mundial de Ciudades, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales. Y para nosotros la reunión que se organiza hoy aquí, en paralelo con las reuniones que en los próximos días tendrán lugar en Río, son de una enorme importancia porque representan nuestra contribución al tema de la sostenibilidad en el mundo. Ayer, cuando hicimos la registration en la reunión de Río Centro, ustedes saben que los gobiernos locales formamos parte de los major groups y nos dieron una inscripción que decía NGOs, Non-Government Organization. Esta es una de las contradicciones a veces que se producen en estos lugares, que una asociación como la nuestra, que está formada por gobiernos locales y regionales, a veces es considerada como una organización de non-government. Yo a veces, permítanme que haga un poco de broma, digo que nosotros representamos lo que podría ser el 99.99% de todos los gobiernos del mundo. Como saben ustedes, en Naciones Unidas hay unos 200, no llegan a 200 gobiernos nacionales, que si los tomáramos como porcentaje de la cantidad de gobiernos locales y regionales que hay en el mundo, probablemente no llegarían al 0.1%. Su importancia, evidentemente, es mucho más alta. Pero quiero remarcar que, y con la mesa que presentaremos hoy, que la visión de los gobiernos locales ha sido siempre una visión de trabajar conjuntamente con los distintos gobiernos y trabajar también con los distintos stakeholders que participan en el futuro de la ciudad. Saben ustedes que tenemos una tendencia a veces a pensar que los grandes problemas de la humanidad se resuelven solamente en las mesas globales, en las mesas de los estados, en las mesas de las grandes instituciones, pero después también nos damos cuenta que todas estas decisiones que se toman se han de implementar, y estas decisiones muchas veces se implementan a nivel de los gobiernos locales. Vamos a tener con nosotros un panel muy interesante porque logra combinar, yo diría, perfectamente la visión quizá más centralizadora de los estados con la visión más descentralizadora de los gobiernos locales. Y yo creo que compartiendo las ideas y compartiendo las visiones de distintos representantes, veremos que finalmente no nos separan tantas cosas, que compartimos muchas ideas, que compartimos muchas políticas y que, en definitiva, estamos todos trabajando para unos mismos objetivos. El primer representante va a ser Albert Chua. Me gustaría explicar un poco a Albert Chua qué representa. Formalmente es el embajador de Singapur en Naciones Unidas. Singapur ya es una de estas ciudades-estado, yo diría, que también nos pueden permitir un poco ver el enlace que hay entre el concepto de ciudad y el concepto de estado. Pero sobre todo, Albert Chua está hoy aquí porque es el co-chair de los amigos The Friends of Sustainable Cities, los amigos de las ciudades sostenibles. Este es un organismo que hace unos meses entró en contacto también con CGLU, que estamos trabajando conjuntamente y que yo creo que puede tener una importancia significativa en todas las relaciones entre los gobiernos locales y los gobiernos en las Naciones Unidas. Ha llevado a cabo una labor muy interesante de fijar algunos puntos de lo que consideran estos grupos de embajadores que deberían ser las políticas de sostenibilidad, y en ellas remarcan mucho el papel de los gobiernos locales. Por tanto, con esto tendremos una primera visión del grupo de embajadores de Naciones Unidas sobre el tema de las ciudades sostenibles. Albert, you have the floor.
Good morning. Good morning. You probably be wondering what is the ambassador doing amongst the group of mayors and practitioners. But as mentioned, I'm one of two co-chairs for a group which we formed at the UN tackling the subject of sustainable cities. This group was formed by Sweden and Singapore about last December, really with two key objectives in mind: to find ways to actively contribute to the discussions on sustainable cities to Rio, in the lead up to Rio, and also second, to provide a platform for dialogue and discussion on the very important topic of sustainable city, and really, which is also a very cross-cutting topic, not just now here in Rio, but also looking over at the long term. It's a group which has been active. We've held 5 meetings since our formation last December. The group comprises 29 countries in the United Nations, spanning all the major regions: Asia, Latin America, North America, basically all the key regions. We have members represented in our group. And we have been very active because we feel that the topic of sustainable cities, it is a very important one. In our work, the group has adopted a simple working definition of sustainable cities as being environmentally sustainable, socially responsible, and economically productive. And within this broad framework, our group of friends have discussed many cross-cutting themes, including health, water, sanitation, air pollution, waste management, energy, infrastructure, disaster risk management, jobs and slums, governance, policy, planning, design, and innovation. And based on these discussions which we have had over the last 5-6 months, we have drilled down to what we think are 9 very important issues which really need further discussion and elaboration here in Rio, but also further down the road. I will not go through all the 9, but I will just highlight 2 which I think are relevant to what we're discussing today. One key issue is really the importance of developing national urban development policies that will integrate efforts to support a holistic, integrated and multi-level governance approach to urban planning and development that empowers local authorities. The second area which we think is very important is how to improve living conditions by upgrading basic services such as health, nutrition, safe and potable water, sanitation, and waste management. An integrated approach to infrastructure planning and provision should also be maintained. These, we think, are some of the key issues which really need a bit more work. But the other conclusion that we've come about as a group is really that cities are very different. Each city has its own unique population, its own composition, its own conditions, and its own characteristics. But at the same time, cities do face common urbanization challenges. So the question is, how do cities come together? How do cities and regions come together to exchange, to share knowledge, to share experiences? The group of friends, for instance, believe that it is very important to create platforms and mechanisms for cities where local and regional governments can meet and exchange, together with central authorities, exchange views, discuss ideas, and also engage other stakeholders in civil society, in private sector, in academia, so that the ideas which are generated can address problems which need to be resolved. And these ideas which are generated can then be adapted and implemented to each city's own circumstances. If you allow me also, since I'm the ambassador of Singapore at the United Nations, I'll maybe perhaps just say a little bit about Singapore. As was mentioned, Singapore is really a little bit of a weird, unique state because we are both a city and a state at the same time. We have only one layer of government, unlike most other countries which have central, municipal and regional authorities, but we really have just one layer of government. Public sector agencies, which are overseen by ministries, provide infrastructure and deliver government services at national level and also at the local level. This means that essentially in the case of Singapore, we have fairly strong capabilities in terms of central planning, but also capabilities in terms of delivering services right down to the local and regional level. If I may just maybe give 2 examples of how we deliver basic services. I'll just talk briefly about water management and waste management because these are 2 important issues
for a small city-state like Singapore, where we are a very dense city and very dense population. Singapore is about only 700 square kilometers, but we have 5.5 million people. We are probably number 1 or number 2 most dense city anywhere in the world. Water management first. A lot of the water that we drink in Singapore, we buy from Malaysia, which is closest to us. They supply about 40% of our water needs. And the rest of the water that we drink and we use are created through local catchments, which are reservoirs in the city. At the moment, we have about 30 over reservoirs in the whole of the island. The island, in fact, becomes a huge water catchment area because being a tropical country, we get a lot of water. But we have also used technology to solve our water problems. We use desalination quite widely. The other technology which we use is reverse osmosis, which is essentially pushing water through membrane to filter them, and then the water is then recycled and used in our households. This has allowed us really to balance, to diversify our water needs so that it's resilient, and which takes care of both our industrial as well as our residential needs. In terms of waste management, because Singapore is such a small, dense population, we have developed an integrated waste management system that collects and disposes of waste efficiently. We do this, we collect waste on a daily basis to make sure that there's high standard of public cleanliness and hygiene. And what we do is we recycle as much as we can. The waste which we cannot recycle, we incinerate them. And this waste which we generate from the incineration is then used to fill up an overseas and offshore landfill. About 30 kilometers away from Singapore, we have a landfill in the middle of the ocean. What we have done is we have drawn the outline of the island in the ocean, and we have used the waste that we burn from incinerating garbage to slowly fill in this land. We expect that in about 40 years' time, this little outline in the ocean will become an island which will contribute to more land in Singapore. But at the same time, we are also ensuring that the island is filled in a very ecologically sensitive way. In fact, the island, and I visited it about 2 years ago, has become a habitat and a sanctuary for a rich variety of flora and fauna. It's one of the best places in Singapore now to have bird watching, to have sport fishing, and this is actually a garbage fill, which is quite interesting, I think. The New Scientist magazine called this a Garbage of Eden, and National Geographic has done a story about this some years ago. But like I said, these are just 2 examples of Singapore's experience. But to go back to my earlier point, cities are different. You have your unique circumstances and conditions. The challenges may be the same, but the solutions we find may need to be adapted to our own unique circumstances. So a forum like this that we have today, where we share experiences, we discuss our challenges, we discuss our solutions, I think is tremendously useful. Thank you. Well, thank you very much, Albert. You know, in the rest of the world, when we see a city-state like Singapore, we kind of envy that. The rest of the world, we have what we might call the lasagna model of government, with so many layers that it's very difficult to manage. But in fact, I think that the message that I think is also very important for us is that UN Habitat, together with the Friends of Cities, we are working together. We work together in a meeting in New York towards this Rio Plus 20, and I would say that probably the most important thing is that we're going to work together as well for Habitat 3. That's our next step, and that's where we have to really focus on the next few years. So we are very happy to have you on board together with us. Thank you very much. Well, our next speaker is... je vais changer en français maintenant. Le reste des participants sont toujours en français. Alors on va faire la présentation en français. Le prochain participant, c'est Jean-Louis Chaussade. Il est le CEO de Suez Environnement. À nouveau, et je crois que Jean-Claude l'a dit déjà, je pense que
finalement, les villes ont devenu un objet à tous, qu'on doit partager. On doit partager la réflexion, on doit partager les solutions aussi. Et avec Suez, on est en train de travailler. Je pense que dans son stratégie, ils avaient dit que ils étaient en train d'aider les villes et les entreprises pour faire front au challenge de la croissance de la population et de l'urbanisation. Ça, c'est très proche de ce que disait Jean-Claude avant. Pour nous, quand on travaille dans les gouvernements locaux, c'est vrai qu'avec les grandes entreprises, on a une espèce de mixed feelings. Parce que d'un côté, on doit travailler avec eux, on connaît bien qu'elles sont aussi des innovateurs, mais de l'autre côté, on a une certaine envie de son pouvoir d'information. Alors, quand on voit un réseau comme GDF, qui connaît tout sur pas mal de services locaux dans plusieurs pays du monde, on a besoin de partager l'information. Alors, je dois donner l'opportunité à M. Chaussade de nous expliquer de son point de vue qu'est-ce qu'on doit faire dans les villes pour améliorer la provision de services publics de la base. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. So I'm going to speak French. Alors, Monsieur Albert Chua, en parlant de Singapour, a très bien décrit le rôle que devaient jouer les services essentiels que sont l'alimentation en eau, l'assainissement et la collecte et le traitement des déchets. Ce sont des services essentiels, à la vie, ce sont aussi des services essentiels au développement. Il n'y a pas de développement économique et social équilibré s'il n'y a pas une bonne qualité de service en termes d'alimentation en eau, d'assainissement ou de collecte et traitement des déchets. Un dollar investi dans l'eau rapporte à peu près, si cet investissement est bien fait, 5 $ en bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Selon l'OCDE, dans les pays où le niveau d'équipement d'infrastructures est faible, l'atteinte des objectifs du millénaire apporterait des objectifs financiers qui ont été chiffrés à 84 milliards de dollars par an, soit un ratio coût-bénéfice d'environ 7 fois. Si vous me permettez de donner des exemples dans lesquels Suez Environnement a participé, je vous dirais par exemple qu'en 10 ans, la ville de Santiago du Chili s'est équipée d'un système d'assainissement et de traitement de ses eaux résiduaires. Pratiquement en 1999, il y avait moins de 3% de la population qui avait son eau résiduaire traitée. Aujourd'hui, c'est pratiquement 100%. Et les conséquences sur le quotidien des habitants ont été considérables. Baisse des infections ou des maladies, disparition des nuisances, en particulier olfactiles, régénération des berges des rivières, développement d'activités culturelles, sportives, qui elles-mêmes favorisent l'insertion sociale. À l'échelle de la planète, il y a à peu près un peu moins de 10% de la population mondiale qui est desservie par des entreprises privées. Pour notre compte, Suez Environnement, nous avons à peu près une centaine de millions de personnes dont l'alimentation en eau est réalisée par des collaborateurs de Suez Environnement. Je voudrais aussi insister que, d'une manière générale, Suez Environnement participe et a contribué aux objectifs du millénaire, puisque depuis 1990 à peu près, nous avons donné accès à l'eau à peu près 12 millions d'habitants et à l'assainissement à peu près 7 millions d'habitants. Alors, Suez Environnement soutient l'intégration dans la déclaration finale
de Rio+20 d'objectifs de développement durable sur l'eau, sur l'assainissement, ces ODD comme on les appelle, qui succéderont aux OMD en 2015, devront réaffirmer le besoin d'accélération des programmes de mise en œuvre d'accès à l'eau et à l'assainissement intégrés, que ce soit d'ailleurs en milieu urbain ou en milieu rural. Alors qu'est-ce que c'est pour nous que l'économie verte? Nous, notre définition, c'est une économie qui parvient à la fois à faire progresser le bien-être humain, l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pression sur les ressources qui sont écologiquement rares. Alors plus précisément, l'économie verte doit intégrer ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire mieux prendre en compte la valeur des services rendus par la nature, qui souvent ne sont pas appréciés à leur juste valeur dans le monde actuel. Il faut faire participer tous les acteurs au travers de nouveaux modèles de coopération. Et ici, je veux insister sur le rôle fondamental du partenariat entre les collectivités locales et les entreprises, qui est un maillon essentiel de la mise en œuvre des solutions et des innovations pour accélérer le déploiement de l'économie verte. Alors, elle a une autre caractéristique, ce développement soutenable, c'est qu'il doit être inclusif, c'est-à-dire que la création de valeur ainsi dégagée doit être partagée entre tous et elle doit bénéficier de politiques incitatives à tous les échelons, qu'ils soient locaux, nationaux, régionaux ou internationaux. Alors, comment est-ce qu'une entreprise comme la nôtre contribue-t-elle à l'accès aux services essentiels tout en contribuant à une économie verte? Je le rappelle rapidement, mais les métiers qui touchent à l'eau, à l'assainissement et à la collecte des déchets sont des métiers qui sont par nature au cœur même de l'économie verte, mais ce sont aussi des métiers d'innovation, d'expertise, car il faut aider nos clients à être des leaders de la performance environnementale. En parallèle, d'ailleurs, ces environnements contribuent au développement des territoires dans une logique de valeur partagée, en créant, en maintenant les emplois locaux, en ayant des achats et des approvisionnements essentiellement locaux, avec des programmes d'insertion pour les populations locales, tout simplement parce que dans nos métiers, nous sommes extrêmement locaux, décentralisés et au service des populations locales et que nous sommes, si je puis dire, nos propres salariés sont aux couleurs des régions dans lesquelles nous travaillons. Nos solutions et nos innovations alimentent 3 piliers de l'économie verte sur lesquels je vais revenir rapidement. Et s'agissant des bénéfices environnementaux, je peux citer 2 ou 3 exemples qui me paraissent intéressants. Par exemple, la prévention des pollutions avec des systèmes intelligents qui permettent à la fois de prévenir, par exemple, les inondations, de les gérer en temps continu et d'éviter que les villes, de manière régulière, soient, maintenant qu'elles sont, j'allais dire, partout cimentées, et des débits considérables d'eau de pluie qui génèrent des inconvénients majeurs, soit en termes de pollution, soit en termes d'innovation. Nous aussi travaillons beaucoup sur la protection de la diversité par le déploiement d'outils d'évaluation des risques, des opportunités de restauration, et nous avons mis en place un indice qui est l'indice de qualité écologique qui a été développé par le Musée national d'histoire naturelle de Paris avec une de nos sociétés. S'agissant des bénéfices économiques, je pense que l'un des points essentiels, il a déjà été cité à plusieurs reprises, c'est la valorisation des déchets industriels ou même municipaux en matière de matières premières secondaires. Nous avons, nous, établi des partenariats avec des grands industriels comme Renault, par exemple, au fond, qui permettent d'introduire une économie beaucoup plus circulaire, où le déchet d'aujourd'hui est la matière première de demain, et que cette matière première de demain peut être recyclée, réutilisée de nombreuses fois. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui touche à la valorisation énergétique, qui est un élément
essentiel de toute politique de société comme les nôtres, hein, où il faut essayer soit de valoriser la matière, soit sous forme de matières premières secondaires, je viens d'en parler, soit sous forme d'énergie et d'électricité ou de chaleur. Nous produisons par exemple l'équivalent de 1800 mégawatts d'énergie, un tiers sous forme d'énergie électrique, deux tiers sous forme de vapeur. Enfin, il y a les bénéfices sociaux, et je voudrais insister sur un point qui, moi, dans l'eau, me paraît essentiel, qui est la tarification progressive de la consommation. Vous savez que le problème de l'eau, c'est un problème compliqué. C'est à la fois, il ne faut pas que le prix de l'eau soit trop élevé, parce que sinon les populations les plus défavorisées ne peuvent pas le payer. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop bon marché, parce que alors on a tendance à la gaspiller. Nous pensons que l'équilibre entre ces deux difficultés, c'est la tarification progressive qui fait que les premiers mètres cubes sont gratuits, ou en tous les cas sont à un coût extrêmement faible, alors que progressivement, au fur et à mesure que le nombre de mètres cubes consommés augmente, eh bien, le prix de l'eau augmente en conséquence, et il faut trouver un équilibre économique sur l'ensemble de ces éléments. Enfin, dernier point qui me paraît essentiel, c'est le partenariat public-privé. Ça a été déjà mentionné à plusieurs reprises. Moi, je pense que le partenariat public-privé, c'est un formidable accélérateur de l'avènement d'une société verte. Car une société verte, c'est à la fois une société qui prend en compte l'ensemble des besoins des stakeholders, l'ensemble des besoins de la nature, mais aussi l'innovation, la capacité d'apprentissage, de la mise en réseau des savoir-faire, qui est le propre d'une société comme Suez Environnement. Et donc je pense que l'avenir est à la coopération sous des formes différentes. Il y a plusieurs modèles qui peuvent être mis en place, que ce soit chez nous celui d'Alger, hein, où nous avons progressivement amené l'eau à l'ensemble de la population, ou que ce soit celui d'Adélaïde en Australie. Nous avons copartagé avec le client l'ensemble de la gestion de la distribution d'eau. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur le rôle d'une société comme la nôtre. Merci beaucoup. Bon, merci. On va excuser l'ambassadeur parce qu'il doit retourner à les discussions des documents. Comme vous savez, je crois que hier ou avant-hier, ils avaient arrivé à un accord de 35%. C'est pas beaucoup encore. Il faut encore beaucoup de travail pour arriver à un texte final. Alors, on doit le laisser partir pour contribuer à cet accord. Bon, je crois qu'on partage avec Jean-Louis Chaussade l'idée de partenariat. C'est vrai que dans les dernières années, on commence à avoir une manière de faire partenariat un peu différent probablement de quelques années avant. C'est un partenariat plus ouvert qui, comme il dit très bien, c'est aussi d'échange de connaissances. Et je pense que dans ces partenariats, des associations comme CGLU, les réseaux des villes, ont un rôle à jouer très important aussi de relation avec ces entreprises qui sont en train d'accumuler pas mal de connaissances sur les systèmes sur les nouvelles technologies aussi appliquées aux services locaux. Bon, maintenant on va passer à un représentant des villes. Un représentant des villes et aussi un représentant de l'Afrique. C'est le maire de Dakar. C'est mon ami Khalifa Sall. Lui, il est un de ces maires que chaque jour, il voit en direct les yeux de ces personnes qu'on a ici dans les photos. Alors, son travail, c'est un peu plus difficile. Les gouvernements centraux, quelquefois, ne voient pas en direct ce qui se passe, ce qui passe aux citoyens. Le maire a ses photos chaque jour, hein. Et bon, il a la connaissance aussi. Je veux dire que le maire de Dakar est aussi très actif comme vice-président de CGLU Afrique, et qu'il a une vision de que est en train de passer sur le thème de l'urbanisation en Afrique. Je crois que c'est un thème important. Alors je passe la parole aussi au maire de Dakar pour nous faire le point sur Dakar, sa ville, et sur l'Afrique aussi. Merci. Je vous remercie, mesdames et messieurs
le facilitateur l'a dit, j'ai l'avantage dans cette salle où ces photos nous interpellent d'intervenir comme unique élu, mais aussi comme représentant de l'Afrique. Et quand un élu doit parler de la satisfaction de la demande pour les besoins essentiels de ces populations, donc de ces mandants, il doit se dire d'abord, est-ce que ces mandants ont conscience de leur mission? Et c'est la raison pour laquelle la première mission essentielle pour nous, puisque je parle en tant que maire, mais aussi en tant que maire de l'Afrique, c'est d'abord de faire en sorte que les citoyens, les hommes que nous sommes censés servir, sont dans les conditions pour participer et s'impliquer dans la gestion des affaires qui les concernent. Donc, le premier besoin essentiel, surtout dans les pays en développement, où l'urbanisation s'accélère, où la crise mondiale est partout, c'est de construire d'abord une citoyenneté. C'est de mettre en œuvre une gouvernance adaptée, une gouvernance inclusive, une gouvernance participative qui fasse que le citoyen lui-même est imbu de ses besoins, mais aussi a les moyens de s'impliquer et de contrôler l'élu qu'il a mis en place. Donc le premier service essentiel pour nous, c'est à ce niveau. Construire une citoyenneté et construire une gouvernance inclusive, transparente, participative. La deuxième priorité, à notre avis, pour le maire que je suis et pour tous les élus, c'est la satisfaction de la demande sociale. Je crois que la crise n'a épargné aucun continent et aucun pays. Les pays du Nord qui se croyaient à l'abri des difficultés sont aujourd'hui rattrapés. Si vous suivez les médias, ce sont des marches, des défilés de populations éprouvées par le chômage, éprouvées surtout par la pauvreté. Je crois que les villes du Nord redécouvrent la pauvreté, cet état de fait qui fait qu'un citoyen perd sa dignité d'homme et n'exécute plus, n'assume plus sa situation de citoyen. Donc, satisfaire la demande sociale. Et de ce point de vue, quand vous parlez d'investissement dans l'eau, nous parlons d'investissement dans l'éducation, dans la formation, dans la santé, dans la culture. Bref, tout ce qui permet à l'individu d'être un homme respectable, qui se respecte, et un homme responsable, c'est-à-dire qui s'implique dans ce qui le concerne. Donc, la première demande sociale à laquelle la collectivité locale doit faire face, c'est la demande sociale. Construire un homme en bonne santé, bien éduqué, bien formé, qui devienne un bon citoyen. La deuxième priorité de notre point de vue, c'est le cadre de vie. Aujourd'hui, que ce soit les villes du Nord ou les villes du Sud, le cadre de vie est assez perturbé par la crise. D'abord par le dérèglement climatique, mais aussi par la crise mondiale. Beaucoup de grandes villes qui se croyaient à l'abri de la banlieusisation, aujourd'hui, est rattrapée par l'islam. C'est-à-dire toutes ces questions qui concernent l'établissement humain. La pauvreté a chassé beaucoup de populations des zones rurales que les villes ne sont pas ou n'ont pas été préparées à recevoir. Ces populations pauvres, qui n'ont pas de culture urbaine, qui n'ont pas de moyens d'insertion, pour lesquels les villes ne sont pas préparées, viennent s'installer dans des conditions qui perturbent le développement et l'harmonie urbaine. Ces questions-là, aujourd'hui, interpellent tous les élus du Nord comme ceux du Sud. Je crois que dans le Nord, dans les pays du Nord, dans les villes du Nord, c'est les questions des banlieues. Dans beaucoup de villes du Sud, c'est les questions des ghettos. Dans cette ville où se tient cette réunion, je crois que les favelas sont un exemple assez patent. Donc, la question du cadre de vie est essentielle. Et de ce point de vue, ce qu'a dit le responsable de Suez est essentiel. Pour que ces populations soient dans les meilleures conditions de vie, il faudra régler la question de l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité pour les villes du Sud, l'accès à l'éclairage,
l'accès à la sécurité. Et si ces questions-là sont réglées, maintenant vient se poser le problème qu'il a posé, celui de la gestion des déchets solides comme liquides. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est pourquoi je lui ai dit tout à l'heure, vous m'avez défraîchi un peu le terrain, puisqu'il a dit que les déchets d'aujourd'hui doivent être les matières premières de demain. C'est une belle formule. Et c'est une leçon que les villes du Sud doivent, elles, apprendre. Qu'aujourd'hui, quand vous voyez une ville, un pays comme le Sénégal, une ville comme Dakar, les pays sahéliens, où il ne pleut que 3 mois sur 12, et encore, ou dans les pays du Sahel, où l'eau est devenue une denrée rare, quand il n'y a pas de réseau d'assainissement, l'eau usée est jetée à la mer. C'est à la limite criminelle, et c'est ce que nous disons aux gens. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est telle que cette eau usée est transformée et peut servir. Et la FAO a montré une voie, puisque c'est celle-là qui nous concerne, nous, dans le traitement de l'eau. Ce n'est pas la production d'électricité, mais c'est que cette eau puisse servir l'agriculture. Parce que l'OMS a déterminé que le traitement de niveau 2 permet à l'eau traitée d'être accessible pour l'alimentation. Donc, vous comprenez que ce qu'il a dit nous enchante. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est le 4e point que je voudrais aborder, c'est un peu pour que ces villes qui aujourd'hui ont conscience qu'elles font de l'offre de services, puisque la mentalité a beaucoup évolué. Les villes assistantes sociales sont des villes dépassées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas élus que pour aider les pauvres, pour aider, etc. Mais nous devons aussi développer. Et les ressources des villes, généralement, relèvent de ressources que vous connaissez, c'est les impôts locaux et autres, qui ne nous permettent pas de faire face à tous les investissements dont on a besoin. C'est la raison pour laquelle le PPP est devenu un choix stratégique. Mais ce PPP pose un problème, et c'est là où, monsieur le secrétaire général de CGLU, vous avez bien fait d'entamer la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, l'accès au crédit est un vrai problème pour beaucoup de collectivités locales. Peut-être, certes, parce que d'autres collectivités avant nous se sont beaucoup endettées et les États ont été obligés d'intervenir, mais aujourd'hui, l'accès au crédit est une urgence, est devenu prioritaire pour le développement des collectivités locales. Donc voilà un peu les 4 idées que je voulais partager pour ne pas déborder sur les 10 minutes auxquelles j'ai droit. Mais ce qui est prioritaire, il faut le rappeler, c'est la satisfaction de la demande sociale, donc la prise en charge de l'homme, du citoyen, pour qu'il soit et bénéficiaire et acteur. Je vous remercie. Bon, le maire de Dakar nous a rappelé vraiment le point du droit à la ville, du droit à la qualité de vie, du droit aussi à la dignité de la vie dans la ville. Et je crois qu'il a fait aussi le point implicitement de dire il faut institutionnaliser dans l'Afrique, dans tous les pays, des gouvernements locaux forts qui puissent institutionnaliser la vie locale et qui puissent gérer tous les problèmes qu'on a au niveau local. Bon, notre participant dernier, c'est Jacques Moinville. C'est le directeur adjoint de l'agence, directeur général adjoint de l'Agence française du développement. C'est un autre type de partenaire, c'est un autre type d'organisation. On travaille avec eux aussi très, très étroitement et c'est le point de vue d'une des agences, je dirais, les plus actives au niveau mondial, qui est en train de travailler beaucoup aussi sur l'Afrique et sur d'autres terrains, mais surtout sur l'Afrique, je pense.
et que, bon, a aussi une participation importante dans pas mal de projets sur les services de base locale et sur d'autres démarches importantes pour le développement des villes. Alors, la parole pour Monsieur Moinville. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en tant que M. Moinville et en tant que représentant de l'Agence française de développement, mais également, comme le nom l'indique sur la petite pancarte, au nom du ministre du Développement français, M. Canfin, qui était invité à cette table ronde et qui malheureusement n'a pas pu se libérer et qui m'a demandé de le représenter. Je le fais d'autant plus volontiers que, comme ça vient d'être dit, l'AFD est en effet totalement convaincu de l'importance décisive du fait urbain. La majorité de la population du monde va vivre dans des villes dans l'avenir et donc l'intervention en milieu urbain représente 1/5 de la totalité de nos engagements. Et pour donner un chiffre, 1,5 milliard d'euros chaque année qui sont des financements mise en place auprès de collectivités locales, et c'est pour répondre au maire de Dakar, qui le sait bien d'ailleurs, puisque nous prêtons à la municipalité de Dakar. Alors, la croissance urbaine, elle est bien connue. Il y a des chiffres qui sont quand même très frappants. Par exemple, que l'augmentation de la population d'une ville comme Dakar, chaque année, revient à créer une nouvelle ville d'une centaine de milliers d'habitants. D'autres villes comme Lagos, ce sont des villes de 400 000 habitants qui sont créées chaque année par l'augmentation de la population. Le sujet est différent dans des continents comme celui de l'Amérique latine, où les villes probablement sont en train d'achever leur croissance, mais hébergent 80% de la population, et avec d'autres types de problématiques qui sont des problématiques de différenciation des modes de vie qui sont offerts aux populations les plus pauvres par rapport aux autres. Dans ce contexte, puisqu'on est à Rio, on parle du développement durable. S'il fallait définir ce que c'est qu'une ville durable pour nous, à l'AFD, ce serait probablement une ville qui serait capable d'accueillir chaque année cet accroissement de la population et d'offrir à la nouvelle population des conditions de vie, des conditions d'éducation, des conditions d'emploi d'une qualité durable. Et ceci s'applique évidemment également aux villes qui sont déjà constituées, dans lesquelles il s'agit de remettre de la cohésion sociale entre les populations les plus riches et les populations les plus pauvres. Dans ce contexte-là, c'est quand même clair, tous les orateurs qui m'ont précédé l'ont dit, que la disponibilité de services de base de qualité est le socle minimum indispensable pour assurer cette cohésion. Par exemple, les chiffres nous prévoient qu'en 2030, 2 milliards d'urbains vivraient dans des bidonvilles, c'est-à-dire dans des trappes à pauvreté, si on n'organise pas les services de base qui leur seraient indispensables. L'implication de la France sur ces sujets de développement durable, et en particulier en milieu urbain, a été particulièrement forte depuis le sommet de Johannesburg en 2002, et le ministère des Affaires étrangères a soutenu depuis cette date de façon très déterminée les lignes directrices internationales qui ont été définies par UN-Habitat et par CGLU sur la décentralisation et les services de base. Et je voudrais peut-être insister particulièrement sur les raisons de ce lien, l'importance de ce lien entre l'état de décentralisation et celui des services de base. La première chose, c'est que la bonne organisation des services de base nécessite une vision de moyen et de long terme, et surtout une vision territoriale
de l'ensemble des enjeux urbains. Ce sont des enjeux qui tiennent à l'évolution de la ville, à l'offre de services de tous ordres, que ce soit les services de base, mais également les services culturels, les services éducatifs, les services de commerce. Et il est important, pour gérer ça d'une façon cohérente et à moindre coût, d'avoir une vision globale. Et donc il faut un acteur qui ait cette vision globale et qui puisse l'avoir en lien avec ce qui se passe sur le terrain. Et le bon niveau de cet acteur, c'est l'autorité locale, c'est la municipalité, c'est l'entité qui aura été mise en place par les processus de décentralisation. Donc l'existence d'une autorité locale nous paraît un point décisif, c'est l'entité avec laquelle on peut aborder la globalité des sujets. La deuxième raison qui justifie ce lien fort entre décentralisation et services de base, c'est le lien avec la population dont je parlais tout à l'heure. Alors, pourquoi ce lien est-il fondamental? Il est là, je pense, pour répondre, pour proposer des solutions de mise en œuvre à des problèmes, des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. L'un d'entre eux, c'est d'abord la conception. Les populations qui habitent les quartiers sont les mieux placées pour définir à quels endroits il y a besoin, où il est possible d'installer les services. Le deuxième point, c'est que ces services sont payants, ou en tout cas un certain nombre de ces services nécessitent une tarification et un prix. Et donc, il faut un effort de pédagogie, d'explication auprès des populations pour qu'elles acceptent le paiement de ce prix. Le troisième sujet que je voulais, enfin le troisième point qui justifie cela, c'est les sujets d'entretien. Quand on visite un certain nombre de villes, on est quelquefois stupéfait de voir que dans des canaux de drainage, des canaux d'assainissement, des objets sont jetés, les canaux sont totalement obstrués par un amoncellement de détritus et donc ne fonctionnent plus et au contraire alimentent le problème. Et donc il y a certainement un travail d'apprentissage de la citoyenneté, le mot a été indiqué ce matin par un orateur, et il nous semble que les échelons de décentralisation sont un des bons échelons, et Monsieur le maire de Dakar l'a indiqué également, pour transmettre cette citoyenneté. La gouvernance, ça a été dit, c'est un point suivant, doit être partenariale, c'est-à-dire qu'elle est, au-delà de la décentralisation, l'élaboration des solutions implique un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Ce sont les entreprises privées, si ce sont des entreprises privées qui délivrent le service de base, qui elles aussi doivent être impliquées dans la réflexion sur la tarification, par exemple, ou sur les modes de gestion du service. Ce sont aussi les entreprises qui ont des activités économiques sur le terrain urbain, et ce sont les représentants des sociétés civiles, les ONG, qui font un travail social. Voilà les raisons pour lesquelles la France, depuis le sommet urbain de mars 2010, est le chef de file pour la mise en œuvre de la directive dont je parlais tout à l'heure et qui associe donc décentralisation et gouvernance et services de base. Et donc elle soutient la politique menée par UN Habitat dans cette direction, et elle le fait dans des pays, par exemple, comme le Sénégal, le Togo, le Laos, le Burkina Faso, en appuyant la mise en place des cadres législatifs et réglementaires qui sont nécessaires pour que ces directives puissent être mises en œuvre. La France soutient également CGLU dans le travail accompli pour la production de rapports comme Gold 3 qui font un état des lieux et qui permettent de suivre l'avancement de ces directives.
Je voudrais finir en abordant un autre point, qui est que ville durable suppose ressources durables. Et là, je crois que ça rejoint des points qui ont été évoqués. Il faut des ressources durables pour assurer des services équilibrés financièrement. Donc, je ne reviens pas sur ce que M. Chaussade a dit sur la question des tarifs. Elle est tout à fait essentielle pour l'eau, mais elle l'est pour les autres services, que ce soit l'électricité, les transports pour lesquels c'est déterminant, et même l'assainissement sur lequel il faut trouver un mode de tarification qui soit à la fois supportable par les usagers, par les collectivités et finançant le service. Mais il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que la ville, de notre point de vue, ça a été dit, est potentiellement créatrice de richesse économique. Il y a des corrélations qui ont été montrées entre la croissance urbaine et la croissance économique, mais ceci sous réserve que la gestion urbaine respecte un certain nombre de conditions. À ces conditions, des emplois peuvent être créés, de l'activité économique peut être créée, et donc des revenus peuvent être créés de façon durable, à la fois pour les collectivités et pour les usagers. Et parmi ces principes, il y a précisément, ça a été dit par des orateurs précédents, l'existence de services de base de qualité qui permettent à la fois aux entreprises de fonctionner et aux individus d'être en capacité de travailler dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Bon, merci. Je dois dire que sur le thème des services de base, j'ai lu avec l'aide de ADF et aussi de Suez et de Dakar, qui est un des cas pratiques qu'on est en train de travailler. Comme vous savez, quelqu'un d'entre vous connaisse bien, CGLU fait chaque 3 ans un rapport mondial sur un thème d'intérêt pour les gouvernements locaux. On avait commencé avec la décentralisation. On avait continué avec le thème de financement et cette période-là, c'est sur le service de base. Alors, c'est un des points clés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait l'invitation de nos partenaires aussi sur ce thème-là. Je pense qu'on partage vraiment les réflexions d'ADF sur la durabilité des villes. Et je ne sais pas si on a un peu de temps encore pour prendre quelques questions du public, parce que je pense que les sessions qu'on est en train de gérer maintenant devraient avoir quelques questions du public. Alors j'ouvre, je donne la parole s'il y a quelqu'un qui veut faire. On n'a pas tellement de temps, mais on peut faire une ou deux questions pour nos participants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire poser une question? Sinon, on va aller déjeuner. Pas de questions? Bon, alors, on finit la session. Merci pour votre contribution.